France Inter. Et il est, de manière assez surprenante, 17h50 sur France Inter et elle fait du rap. Bonsoir Fabienne Sintès. Bonsoir Mathieu. Et c'est parti pour une édition spéciale Donald Trump, chapitre 2. Exactement, merci beaucoup Mathieu. Merci vraiment quand l'histoire est en marche, le 18-20 est dans ses pas. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025 et l'histoire retiendra peut-être que c'est ce jour-là que le monde a changé. Tout le 18-20 est entièrement tourné vers le Capitole à Washington ou un petit peu à côté, le Capitol Arena One. On vous racontera pourquoi. Parce que, comme vous le savez, la cérémonie d'investiture s'est déplacée à cause du froid à Washington. La prestation de serment a pris un peu de retard. Théoriquement, c'est ce que voulait Donald Trump. C'était exactement 18h47, heure de France ici, 11h47 pour 47e président des États-Unis. Il ne devrait pas tarder, on l'a vu arriver, Donald Trump, il ne va pas tarder à venir prêter serment. Soyez tous les bienvenus dans cette édition spéciale. Nous allons écouter ensemble le premier discours du président Donald Trump, les premiers mots de cet homme qui a promis de renverser la table. Le monde entier les écoute, probablement en même temps que nous, et nous les décrypterons tout au long de cette heure avec vous, notamment Yashamouk. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes professeur à l'université Johns Hopkins. Un mot sur votre dernier ouvrage publié à l'Observatoire en 2023 qui s'appelle Le piège de l'identité. On a passé la nuit américaine ensemble, Yashamouk. On est content de... C'était une longue nuit. Eh ben, en voilà le véritable épilogue de cette nuit-là. Nous serons bien sûr aussi sur le mall à Washington autour des fans de Trump, avec ceux qui ont réussi à rentrer dans ce Capitol Arena One, avec ceux qui sont restés dehors, mais qui profitent malgré tout de la cérémonie. Nous serons avec Sébastien Paour qui est là aussi, avec Isabelle Labéry. Et puis tout à l'heure, juste avant 19h, nous passerons un coup de fil à Valérie Ayé, qui est députée européenne, qui est la présidente de Renew Europe, parce que c'est important de comprendre jusqu'à quel point les États-Unis sont toujours nos alliés et comment désormais nous devons nous comporter face à cette nouvelle administration. En deuxième heure, je vous le dis tout de suite, puisqu'on attend la prestation de serment de Donald Trump, ce sera à vous de jouer dès 19h20 pour toutes vos questions dans le téléphone sonne. Yashamouk, on a beaucoup usé en attendant Trump de vocabulaire sur le tournant, le nouveau monde, le monde qui change, la nouvelle ère mondiale. Est-ce que vous aussi, c'est un vocabulaire que vous employez? Est-ce que oui, dans 3-4 minutes, nous serons entrés dans une nouvelle ère? Dans une nouvelle ère politique, certainement. En 2016, Donald Trump avait pas gagné la voix populaire. Ça semblait comme une bizarre aberration qui durerait de 4 ans et après ça peut-être qu'on tournerait à la normalité. Le fait qu'il a gagné de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus convaincante en 2024, le fait qu'il n'y a pas le même genre d'opposition à lui pour le moment aux États-Unis, veut dire qu'il va avoir beaucoup plus de pouvoir, il va pouvoir changer beaucoup de plus. Et alors, on a réalisé il y a quelques mois que c'est quand même Donald Trump le personnage politique le plus important de cette ère politique. Et dans ce sens-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est le commencement officiel de cette ère. La prière, c'est ce qui se passe en ce moment au Capitol Arena One, juste avant donc la prestation de serment de Donald Trump. Faustine Calmel, vous êtes avec nous ? Faustine, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, depuis l'Arena, Faustine Calmel. Alors, est-ce que vous êtes avec les gens qui ont réussi à rentrer, qui ont dormi toute la nuit ? Est-ce que vous êtes avec ceux qui, malheureusement, sont restés dehors ? Vous êtes où exactement ? Alors on est avec ceux qui sont restés dehors, Fabienne, parce que nous non plus, on n'a pas pu rentrer. Figurez-vous que ceux qui ont réussi à passer, c'est ceux qui avaient passé la nuit ici. Ils étaient là très très tard hier soir, vers 22-23 heures, et puis ils ont pu commencer à rentrer ce matin vers 8 heures. Mais la file continue à avancer à tout petit pas d'escargot pour essayer de rentrer dans cette Capitol One Arena où il y a 20 000 places. Ouais. C'est évidemment beaucoup moins que tous ceux qui se massent ici depuis des heures et des heures pour essayer de rentrer à l'intérieur malgré tout. Peut-être voir le président Donald Trump qui, après avoir prêté serment et fait son discours, a promis qu'il passerait ici. Ça, ce serait le rêve de beaucoup. Mais le flux commence à se tarir un peu. C'est qu'on doit probablement arriver à la jauge, même si effectivement la file continue à s'allonger sur des kilomètres et des kilomètres. Une file de personnes avec des casquettes rouges, des bonnets rouges, vous le savez, c'est la couleur des Républicains. Beaucoup aussi regroupés
par origine. On a vu passer les Latinos for Trump, on a vu passer une partie aussi tout à l'heure d'Asiatiques for Trump. Et puis tout autour, il y a des prêcheurs parfois qui passent, des anti-avortements qui également font part de leur discours. Voilà, il y a peu d'opposition. On est vraiment là avec que de très 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 grands partisans. On imagine, c'est le moment où jamais. Tout à l'heure. C'est le moment où jamais vous nous raconterez d'ailleurs. Il y a quand même quelques courageux. Vous nous raconterez dans quel état d'esprit défier les fervents partisans avec tout à l'heure par exemple des gens de la communauté LGBT qui étaient venus défendre leurs droits aux abords de cette Capital Arena. Et vous nous raconterez dans quel état d'esprit ils sont. La prière est en train de s'achever, donc doucement encore peut-être un discours. Je ne sais pas qui va prendre la parole là tout de suite, mais encore un discours et puis bientôt la prestation de serment de Donald Trump. Bonsoir Isabelle Labeyrie. Bonsoir. Alors vous les avez vus rentrer au fur et à mesure, ces officiels qui sont tassés un peu au fond quand même de cette Arena One, mais qui sont là malgré tout avec un peu de retard, c'est vrai, parce qu'il a fallu réorganiser au tout dernier moment cette cérémonie. Oui, on l'a beaucoup dit. Vous savez que tout devait avoir lieu à l'extérieur du Capitole et les conditions météo qui tiennent leurs promesses, parce qu'il fait quand même très froid, très froid à Washington. Les trottoirs sont bien gelés, donc il a fallu tout réorganiser, se replier en intérieur dans un endroit un peu plus accueillant, un peu plus chaud. Donc il y a beaucoup moins d'invités officiels, il y a beaucoup moins de public. Faustine Kelmen vient de le dire. Il y a à peu près 600 personnes qui peuvent malgré tout assister à cette prestation de serment. Vous étiez impatiente d'entendre Donald Trump, mais il va d'abord falloir écouter J.D. Vance, le vice-président, parce que c'est lui qui va d'abord prêter serment et ensuite seulement ce sera au tour de Donald Trump. Alors ce sera raté, oui, pour le 17h47 comme 47e président. C'est raté pour le symbole, mais enfin c'est pas très grave. C'est raté pour le symbole, mais attention parce qu'à midi précise, exactement à midi, il est censé être officiellement le nouveau président américain, donc il faut pour cela qu'il ait prêté serment. Voilà, il faudra que le vice-président prête serment rapidement. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit peu qui est derrière le pupitre et derrière le président Trump. Isabelle Labeyrie, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que comme il y a moins de place, c'est quoi ? C'est les très grands donateurs qui sont derrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent pour participer à cette cérémonie. Alors voilà, il y a les gros patrons de la tech. Alors on les a vus. Le patron évidemment de Tesla, Elon Musk, qui aura un rôle à jouer important dans la future administration, dans l'administration Donald Trump. Le patron. Alors j'ai pas vu Mark Zuckerberg, mais alors, il nous, est censé être là aussi. Nous, on l'a vu, Mark Zuckerberg, on a vu Mark Bezos, on a vu Tim Cook, le patron d'Apple. Tim Cook, Salman doit aussi être là. Et puis on a vu un Français, Bernard Arnault. Absolument, avec son fils. Grand donateur de la campagne de Donald Trump. Ces industriels, ces patrons de la tech, ils vont avoir un rôle à jouer. Ce serait peut-être excessif de dire qu'ils seront en cogérance de la prochaine administration Trump. Mais en tout cas, oui, ils auront leur mot à dire et ils sont là au premier rang. Et on les a très bien vus, en effet, dans les rangées d'invités juste derrière le futur président. Alors, ce qu'on a vu aussi, évidemment, et ça c'est protocolaire et c'est normal, ce sont les anciens présidents qui sont arrivés. George W. Bush avec sa femme, Barbara Bush. Non, pas Barbara, je me souviens plus de son prénom, peu importe. Bill et Hillary Clinton également. Et puis Barack Obama sans Michelle Obama, ça aussi c'était prévu. Elle avait prévenu. Exactement. Elle avait dit en effet qu'elle n'assisterait pas, qu'elle n'assisterait pas à cette cérémonie. Après, c'est rendre sa monnaie de la pièce, puisque là pour l'instant tout s'est très bien passé. Les deux présidents se sont rencontrés, ils ont pris le thé comme prévu pour échanger des propos très intimes, loin des regards des journalistes et des caméras. Mais souvenez-vous quand même qu'en 2021, Donald Trump lui n'avait pas voulu assister à l'investiture de Joe Biden. Et il faut rappeler, il faut dire, parce que nous l'avons vu ici nous sur les images, que Donald Trump et Joe Biden sont arrivés ensemble à cette cérémonie. Ils ont pris la même limousine, en quelque sorte, qui les a emmenés donc de la Maison Blanche, où vous l'avez dit, le protocole veut que on discute un peu, on doit s'échanger quelques secrets, quelques codes, et puis ensuite on arrive à la prestation de serment. Ils l'ont fait tous les deux dans la même limousine. Ce qui est intéressant, et on verra, Isabelle Labeyrie, qui sont les personnages les plus importants de cette administration, c'est que derrière on voit aussi Marco Rubio, le Secretary of State, secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères c'est lui. On a vu Robert Kennedy Jr., donc potentiellement ministre de la Santé. Ça, c'est les ministres qu'on a pu repérer aussi derrière et qui sont ceux qu'on va évidemment regarder de très très près. Oui, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pendant que cette cérémonie est en train de se dérouler, des membres de l'administration Trump
ont laissé fuiter en quelque sorte le contenu des décrets que le président va signer aujourd'hui. C'est assez surprenant. On aurait pu penser qu'il y aurait quand même quelques heures d'état de grâce, même pas. C'est peut-être pour montrer le signe que cette administration est déjà au travail, mais on sait déjà que Donald Trump va signer tout à l'heure un décret sur l'immigration illégale pour faciliter l'expulsion des immigrés illégaux, pour renforcer la sécurité à la frontière avec le Mexique, et notamment avec l'armée potentiellement. Déployer le pouvoir de déployer l'armée américaine, des questions aussi de réforme du droit d'asile et du droit du sol. Donc tout ça, toutes ces informations ont continué à fuiter. Et il y en a beaucoup, on les donnera au fur et à mesure, Isabelle, mais il y en a beaucoup concernant le nouveau statut des fonctionnaires, concernant la fin du crédit d'impôt sur les voitures électriques. Ça dit beaucoup de choses. Les applaudissements que vous entendez là, c'est J.D. Vance, le vice-président qui vient donc de prêter serment. Il est toujours avec sa famille, les enfants étaient là, sa femme évidemment. Il est toujours midi la main gauche sur la Bible, aux États-Unis, la main gauche sur la Bible, et maintenant donc accolade et un petit mot dans l'oreille à Donald Trump. Et c'est maintenant le 47e président des États-Unis qui probablement va se présenter au pupitre, lui aussi la main sur la Bible, avec le Chief Justice qui est là et qui lui fera répéter les fameux mots I solemnly swear, qui sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Alors il peut y avoir une nuance quand même. On peut dire swear, jurer ou affirmer. Il y a une petite option qui est destinée à respecter les sensibilités religieuses ou personnelles de chacun. Mais les textes globalement exactement. Et on pourrait choisir de ne pas jurer sur la Bible, mais aucun président ne l'a fait jusque-là. Et voici Donald Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Voilà, c'est fait. Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Prestation de serment, coup de canon, comme c'est de coutume aussi. Tiens, Faustine Calmel, on vous retrouve tout de suite, vous qui êtes avec les électeurs et les fans de Donald Trump. Faustine, est-ce que vous êtes... voilà. Ça s'est animé. Ah bah oui. Tout d'un coup, en fait, il y a un écran qu'on a trouvé dans Washington, c'est celui qui est sur la Capital One Arena. Il y en a un et il y a toute cette file là devant qui attend. Et tout d'un coup, l'écran s'est allumé au moment où J.D. Vance a commencé à prêter serment. Et alors là, il y a eu des cris de joie, USA, USA, USA criés derrière nous, puisque bon, maintenant ils le savent, ils pourront plus rentrer tous ces fans de Trump, donc ils vont suivre les suites des cérémonies sur les écrans. Et voilà, ils commencent effectivement à se chauffer un petit peu et c'est pas de refus dans cet air très froid qu'on a là à Washington. On peut l'imaginer, Yascha Mounk, avant d'écouter le président Trump qui serre quelques mains là et puis qui ensuite ira au pupitre pour donner vraiment ce premier discours. Normalement, un discours d'investiture, c'est censé être un discours rassembleur. Il l'avait pas fait en 2017 quand il est arrivé. On se souvient des mots sur le carnage américain. Ici, là, où il arrive dans des conditions qui sont tellement différentes, où il arrive le torse gonflé, qu'est-ce qu'on attend de ce discours d'investiture ? C'est la grande question. Je viens de relire le discours qu'il avait donné en 2017 et c'est vrai qu'il y avait des moments rassembleurs. Il parlait du fait que quand même la tolérance, c'est une vertu américaine, etc. Et au même temps, il avait ce diagnostic de l'état du pays qui était vraiment extrêmement négatif, au grand contraste avec d'autres présidents républicains comme Ronald Reagan par exemple. Alors ça sera très intéressant de voir si aujourd'hui il va encore évoquer ces thèmes très négatifs, de dire que l'état actuel des États-Unis est pessimiste, comme il l'avait dit il y a 8 ans, ou s'il va partir d'une diagnostic un peu plus mixte en disant évidemment qu'il va changer des choses, qu'il y a beaucoup de changements. Il y avait aussi un grand thème il y a 8 ans, qu'il allait redonner le pouvoir au peuple. Oui, absolument. Et il faudra voir comment il évoque ce thème aujourd'hui, parce que certainement, il dira quelque chose de similaire. La phrase, c'était le 20 janvier 2017 sera le jour où le peuple sera redevenu le chef de ce pays. Et on verra effectivement ce que ça veut dire avec le Donald Trump 2 de 8 ans plus tard. C'est ça. Et en troisième, évidemment, qu'il parlait de America First, absolument. Le fait qu'on allait mettre l'Amérique en avance. Mais on était aussi des amis avec d'autres pays.
vont faire suivre le monde par son exemple, pas par la force militaire. Avec ses discours les dernières semaines sur des différents pays du monde, du canal de Panama, la Groenland, etc. On va voir comment il parle aussi de la relation des États-Unis au reste du monde aujourd'hui. On a beaucoup parlé de revanche dans l'arrivée de Trump 2 et donc d'un discours qui pourrait aussi dire ça. Et je pense aux supporters de Trump qui étaient dehors et dont on a vraiment le sentiment qu'il bombe le torse aujourd'hui. Est-ce que lui aussi, au fond, dans ce qu'on entendra peut-être, est quelque chose qui dit je suis revenu les gars et ça va filer droit quoi. C'est une grande question. Alors pour le moment, quand il fait des discours qu'il a écrits en avance, ils ont tendance à être un peu plus rassembleurs. Ouais. Une fois qu'il commence à parler de manière libre, à parler de manière spontanée, ça peut être beaucoup plus féroce, beaucoup plus dur. Normalement, on sort pas du texte. Aujourd'hui, on sort pas du texte. Ouais. Mais évidemment qu'avec Donald Trump, on ne sait jamais de quoi s'attendre. Alors c'est possible qu'il va sortir du texte. Mais j'imagine que le texte écrit est un peu moins amer, un peu plus rassembleur qu'est ces événements politiques de jour au jour. On va le suivre évidemment sur France Inter en direct, ce premier discours de Donald Trump. Ce qui est intéressant, Yashamung, c'est qu'a priori, comme on a pris un peu de retard, je sais pas très bien comment à la fin, ce que ça va donner à la fin, mais a priori, il sera plus long. D'habitude, c'est court, un discours d'investiture, c'est une histoire d'un tout petit quart d'heure, parce qu'effectivement, c'est le moment rassembleur, et puis on verra après, il y aura les décrets qui vont être signés, etc. Là, semble-t-il, il a prévu un peu plus long. Est-ce que ça nous dit quelque chose, ça, à votre avis? Oui, c'est intéressant. Ça veut dire certainement qu'il va aller hors de la norme de qu'est-ce que c'est ce discours, soit peut-être pour donner un peu plus de détails sur les plans qu'il a, sur la manière dans laquelle il veut changer le pays, peut-être aussi pour avoir un peu plus de place pour faire de la polémique. Alors ça, il faudra voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette photo? Alors, qui est pas forcément peut-être la photo qu'on aurait vue si la cérémonie avait pu se faire à l'extérieur, mais justement, ceux qui ont pu rentrer sont, j'allais dire, vraiment les plus importants. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette photo? Alors, on n'est pas étonné par les géants de la tech, les hommes, les femmes qui sont autour de lui, ça nous dit déjà quelque chose ou pas? Premièrement, ce que pour moi est bizarre, c'est que normalement c'est en dehors et donc ça a quelque chose de un peu naturel. Ouais. Et ici on est dans une grande salle ancienne et alors ça fait un peu nostalgie. Et certainement pour l'image de Trump, il aime bien avoir les grandes foules, ce qu'il peut pas avoir parce que c'est pas en dehors. Mais peut-être que ça lui donne un peu l'image d'un ancien président du 19e siècle avec tout ce splendeur du Congrès. Ce qui est intéressant avec les gens qui sont là, premièrement évidemment qu'on voit Kamala Harris, bien on sûr. voit les anciens présidents, on voit quand même un moment d'unité que ce pays qui est pas du tout uni doit prétendre avoir aujourd'hui, et c'est quand même rassurant que ça existe encore. Et après ça, on voit, là, je suis en train de regarder Usha Vance, la femme du vice-président. On voit certainement les grands hommes de tech, les grands donateurs, mais aussi la réalité plus complexe de l'Amérique, même au sein du Parti républicain. Voyons par exemple la femme de J.D. Vance, qui est d'origine indienne, voir ses enfants qui sont donc d'origine à la fois du Kentucky, d'une partie très traditionnelle des États-Unis et à la partie des Indes. Mais c'est peut-être ça d'ailleurs, et on le verra évidemment au fil de l'administration, y compris d'ailleurs dès les premiers jours et même les premières minutes, puisqu'on parlera dans un instant des premiers décrets. C'est ça aussi, au fond, cette victoire-là, Yashamung, de Donald Trump, celle de 2024, c'est aussi une autre Amérique républicaine que celle de 2016, et même d'ailleurs que celle de 2020. Oui, donc, du coup, on avait peut-être un peu mal compris 2016 parce qu'on pensait que c'était le blanc vieux électorat qui allait disparaître. Et cette fois, c'était les Latinos, c'était beaucoup de différents groupes démographiques qui ont prêté cette victoire à Donald Trump, qui maintenant va commencer son discours. On va l'écouter ensemble, ce premier discours de Donald Trump, 47e président des États-Unis, qui est au pupitre. Merci beaucoup. Et c'est parti. Thank you very, very Merci beaucoup. Monsieur Monsieur le vice-président Vance, Monsieur le président de l'Assemblée Johnson, Monsieur le sénateur Boone, Monsieur le premier président de la Cour suprême Roberts, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour suprême des États-Unis,
Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, Monsieur le Président Biden, Madame la Vice-présidente Harris et mes chers compatriotes, l'âge d'or de l'Amérique commence dès aujourd'hui. À partir de ce jour, notre pays va s'épanouir et être respecté à nouveau dans le monde entier. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne nous permettrons pas d'être pris comme dindons de la farce. Dès le premier jour de l'administration Trump, très simplement, je vais faire passer en premier l'Amérique. Notre souveraineté sera récupérée, notre sécurité sera restaurée, la balance de la justice sera rééquilibrée, la militarisation injuste et inique du ministère de la Justice dans notre gouvernement prendra fin. Et notre priorité numéro 1 sera de créer une nation qui soit fière, prospère et libre. L'Amérique, très bientôt, sera plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais auparavant. Je reviens à la présidence avec la confiance et l'optimisme selon lesquels nous sommes au début d'une nouvelle ère de réussite nationale. Une marée du changement va se déferler sur le pays. Notre stature va revenir là où elle doit être dans le monde entier et on nous reconnaîtra à notre place. Mais d'abord, soyons francs quant aux défis que nous affrontons. Ils sont nombreux, mais ils seront anéantis par cette grande dynamique que peut maintenant constater le monde aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes aujourd'hui rassemblés, notre gouvernement est confronté à une crise de confiance depuis des années. Un establishment corrompu a extrait le pouvoir à nos citoyens alors que les piliers de la société sont brisés et apparemment dans un état de destruction totale. Notre gouvernement ne peut même plus gérer une simple crise sur notre territoire alors qu'il se laisse entraîner dans un long catalogue d'événements catastrophiques à l'étranger. Il n'arrive pas à protéger nos citoyens américains respectueux de la loi alors qu'il offre un abri, un sanctuaire à bon nombre de personnes issues d'établissements pénitentiaires et psychiatriques qui sont entrées chez nous, venues du monde entier. C'est un gouvernement qui a donné des financements illimités à la défense des frontières étrangères, mais qui refuse de défendre les frontières américaines ou, encore plus, son propre peuple. Notre pays ne peut plus offrir les services fondamentaux en période d'urgence, comme on l'a vu récemment au magnifique peuple de Caroline du Nord qui a été si maltraité. Et d'autres États qui souffrent encore d'un ouragan qui a eu lieu il y a de nombreux mois ou plus récemment à Los Angeles où nous constatons que les incendies dévastent encore la ville. Sans avoir vu une défense apparente, nous avons ces feux dévastés des maisons dans des quartiers où l'on trouvait les individus les plus puissants et les plus riches de notre pays. Certains d'entre eux sont ici, ils n'ont plus de foyer. C'est intéressant, mais on ne peut pas laisser cela se reproduire. Il semble que l'on soit impuissant à y faire quoi que ce soit, cela va changer. Nous avons un système de santé publique qui n'a pas respecté ses promesses en période de catastrophe. Pourtant, nous dépensons plus que n'importe quel autre pays du monde. Nous avons un système éducatif qui apprend à nos enfants d'avoir honte d'eux-mêmes dans bien des cas, voire de détester notre pays malgré l'amour que nous essayons de leur apporter désespérément. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui et cela va changer très rapidement.
Mon élection récente est un mandat qui m'est donné pour inverser totalement et radicalement une horrible trahison et toutes ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu pour rendre au peuple sa foi, sa richesse, sa démocratie et en effet sa liberté. Dès ce jour, dès cet instant, le déclin de l'Amérique prend fin. Nos libertés et la destinée glorieuse de notre nation ne nous seront plus refusées. Nous allons restaurer immédiatement l'intégrité, la compétence et la fidélité du gouvernement américain. Ces 8 dernières années, on m'a mis à l'épreuve, plus que n'importe quel autre président, dans nos 250 ans d'histoire. J'ai beaucoup appris au fil du temps. Ce voyage pour récupérer notre République n'a pas été facile, permettez-moi de vous le dire. Ceux qui souhaitent mettre fin à notre cause ont essayé de me retirer ma liberté et, en effet, d'attenter à ma vie. Il y a seulement quelques mois, dans le magnifique État de Pennsylvanie, la balle d'un assassin m'a arraché un bout d'oreille, mais je l'ai senti et je le crois encore plus maintenant, ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pourquoi, chaque jour, pendant notre administration de patriotes américains, nous allons nous efforcer de traiter chaque crise avec dignité, puissance et force. Nous allons agir avec détermination et vitesse pour restaurer l'espoir, la prospérité, la sécurité et la paix pour les citoyens de toutes les races, religions, couleurs et foi. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 signe la date du jour de la libération. Mon espoir est que nos élections présidentielles récentes soient commémorées comme les élections les plus importantes et retentissantes dans l'histoire de notre pays. Comme notre victoire l'a démontré, notre nation s'unifie rapidement derrière notre programme avec des augmentations du soutien de presque toutes les couches de notre société, jeunes et vieux, hommes et femmes, africains-américains, hispano-américains, asio-américains, dans les campagnes, dans les banlieues, dans les villes et surtout avec une victoire puissante dans tous les 7 swing states, avec une victoire qui nous a été accordée par des millions de personnes. Pour les communautés noires et hispaniques, je tiens à vous remercier, vous, pour ce déversement d'amour et de confiance dont vous avez fait preuve envers moi avec vos voix. Nous avons fixé des records et je ne l'oublierai pas. J'ai entendu ce que vous aviez à dire pendant la campagne et j'ai hâte de travailler avec vous ces prochaines années. Aujourd'hui est le Martin Luther King Day et en son honneur, ce sera un grand honneur, mais en son honneur, nous nous efforcerons ensemble de réaliser son rêve. Nous réaliserons son rêve. Merci. Merci. L'unité nationale revient maintenant en Amérique et la confiance, la fierté atteignent des sommets inédits. Dans tout ce que nous ferons, mon gouvernement sera inspiré par la quête d'excellence forte et d'une réussite inlassable. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'oublierons pas non plus notre Dieu. Merci. N'en doutez pas.
Aujourd'hui, je vais signer une série d'ordonnances historiques. Avec ces actions, nous allons lancer la restauration totale de l'Amérique à sa stature et la révolution du bon sens. C'est toute une question de bon sens. Tout d'abord, je vais déclarer une urgence nationale à notre frontière sud. Toutes les entrées illégales seront immédiatement arrêtées et nous lancerons un processus pour renvoyer des millions et des millions d'immigrants clandestins criminels là d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique de rester au Mexique. Je mettrai fin à la pratique des captures et des libérations, catch and release, comme elle s'appelle, et nous repousserons l'invasion désastreuse de notre pays à sa frontière sud. Selon les ordonnances que je vais signer aujourd'hui, nous allons aussi désigner les cartels comme organisations terroristes étrangères. Et en invoquant la loi sur les ennemis étrangers de 1798, je donnerai pour ordre à notre gouvernement d'utiliser toute la puissance des agences de répression d'État et fédérales pour mettre fin à tous les gangs et aux réseaux étrangers qui importent la violence sur le sol américain, y compris dans nos villes et nos ghettos urbains. En tant que commandant en chef des armées, je n'ai pas de responsabilité plus élevée que de défendre notre pays des menaces et des invasions, et c'est exactement ce dont il s'agit, c'est exactement ce que je vais faire. Nous ferons cela à un niveau inédit. Ensuite, je vais donner pour ordre à tous les membres de mon gouvernement d'utiliser tous les pouvoirs à leur disposition pour vaincre ce qui a été une inflation record et faire baisser rapidement les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été provoquée par un excès massif des dépenses et à la forte hausse des prix de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais aussi déclarer une urgence énergétique nationale. Nous allons forer, chérie, forer. L'Amérique sera une nation manufacturière à nouveau et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière n'aura, les réserves les plus grandes de pétrole et de gaz de tous les pays du monde et nous allons nous en servir. Nous les utiliserons. Nous ferons baisser les prix pour remplir nos réserves stratégiques à nouveau à ras-bord et nous exporterons l'énergie américaine dans le monde entier. Nous serons à nouveau une nation riche et c'est cet or liquide sous nos pieds qui va nous aider à y parvenir. Avec mes mesures d'aujourd'hui, nous mettrons fin au New Deal vert et nous allons révoquer les mandats d'électrification du parc automobile pour sauver notre industrie et pour respecter mon serment sacré envers les travailleurs de l'industrie automobile américaine. Autrement dit, vous pourrez acheter la voiture
que vous déciderez. Nous allons construire des voitures à nouveau en Amérique à un rythme qu'on aurait cru impossible il y a seulement quelques années. Et merci aux travailleurs de l'automobile de notre nation pour leur vote de confiance inspirant. Nous avons eu des résultats incroyables grâce à leur voix. Je vais immédiatement commencer à réformer en profondeur notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles américains. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des droits de douane et des taxes sur les pays étrangers pour enrichir nos citoyens à nous. À cette fin, nous créons l'External Revenue Service, le service des impôts étrangers pour collecter tous les droits de douane, tarifs et recettes. Il y aura énormément de recettes qui vont affluer dans nos coffres venant de sources étrangères. Le rêve américain s'épanouira à nouveau comme jamais auparavant pour restaurer la compétence et l'efficacité de notre gouvernement. Mon administration créera le nouveau département de l'efficacité publique. Après des années et des années d'efforts fédéraux, inconstitutionnels et illégaux pour restreindre la liberté d'expression, je mettrai fin par ordonnance à tous les efforts publics pour censurer et restaurer la liberté d'expression de l'Amérique. Plus jamais la forte puissance de l'État ne sera utilisée comme arme pour lutter contre les opposants politiques. Et j'en sais un rayon là-dessus. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Cela ne se reproduira plus jamais. Nous créerons un système judiciaire, restaurerons au système judiciaire son impartialité établie par l'État de droit. Et nous allons restaurer la loi et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je mettrai fin aussi à la politique publique d'essayer de faire entrer les questions de race et de genre dans tous les aspects de la vie publique. Nous créerons une société qui ne voit pas la couleur, qui soit entièrement fondée sur le mérite. Dès aujourd'hui, désormais, cela sera la politique officielle de l'État américain. Il n'y aura que deux genres de sexe, hommes et femmes. Cette semaine, je vais réintégrer tous les soldats américains qui ont été expulsés injustement de nos forces armées pour avoir refusé le vaccin anti-Covid obligatoire. Et je vais signer une ordonnance pour empêcher nos soldats d'être soumis à des théories politiques radicales et des expériences sociales pendant qu'ils font leur devoir. Cela va prendre fin immédiatement. Nos forces armées seront libres de se concentrer sur leur unique mission, vaincre les ennemis de l'Amérique.
Comme en 2017, à nouveau, nous allons construire l'armée la plus forte du monde qui ait jamais été vue. Nous mesurons notre succès, non par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres auxquelles nous mettons fin et peut-être surtout les guerres dans lesquelles nous ne nous laissons jamais attirer. Mon bilan le plus fier sera d'avoir été un faiseur de paix et un unificateur. C'est ce que je souhaite être, un faiseur de paix et un unificateur. Je suis ravi d'affirmer que dès hier, un jour avant d'avoir endossé ces fonctions, les otages au Moyen-Orient ont commencé à regagner leur foyer, leur famille. Merci. L'Amérique va récupérer la place qui lui est due, celle de la nation la plus forte, puissante et respectée du monde, inspirera l'admiration sans faille du monde. À nouveau, nous allons changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique et nous allons restaurer le nom du président William McKinley. Cela redeviendra le mont McKinley, qui est son juste nom, le nom qu'il mérite, qu'il a toujours eu. Le président McKinley a rendu notre pays très riche grâce aux tarifs douaniers et à son talent. C'était un businessman né et il a donné à Theodore Roosevelt l'argent nécessaire pour toutes les grandes choses qu'il a faites, y compris le canal de Panama, qui, idiotement, a été rendu au pays, le Panama, après que les États-Unis, réfléchissez-y, ont dépensé plus d'argent qui ait jamais été dépensé dans n'importe quel autre projet d'infrastructure et 38 000 vies américaines ont été perdues pendant la construction du canal de Panama. Nous avons été très maltraités par ce don idiot que nous avons fait et le Panama, sa promesse a été rompue. La promesse de cet accord et l'esprit du traité ont été complètement enfreints quand les bateaux américains subissent des frais extrêmes, ils ne sont pas traités de façon juste, et cela comprend également la marine nationale américaine et surtout la Chine exploite le canal de Panama. Nous ne l'avons pas donné à la Chine, mais au Panama et nous allons le récupérer. Surtout, mon message pour les Américains aujourd'hui est qu'il est temps à nouveau d'agir avec courage, vigueur et la vitalité de la plus grande civilisation de l'histoire. Donc, alors que nous libérons notre nation, nous allons la mener à de nouveaux sommets de victoire et de réussite. Nous ne serons pas dissuadés. Ensemble, nous allons mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques et assurer la sécurité et la santé de nos enfants qui ne souffriront plus de la maladie. Les États-Unis se considéreront comme une nation en croissance à nouveau, une nation qui augmente notre richesse, qui développe son territoire, qui construit des villes, qui élève les attentes et qui porte le drapeau sur de nouveaux horizons magnifiques. Et nous allons poursuivre notre destinée manifeste dans les étoiles pour lancer des astronautes américains pour planter la bannière étoilée sur la planète Mars. L'ambition est l'oxygène d'une grande nation et actuellement notre nation
est plus ambitieuse que n'importe quelle autre. Il n'y a aucune nation comme la nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des pionniers. L'esprit de la frontière vit au fond de nos cœurs. L'appel de la prochaine grande aventure résonne au fond de notre âme. Nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies au bord d'un vaste continent en république puissante des citoyens les plus extraordinaires du monde. Personne ne peut s'en rapprocher. Les Américains ont traversé des milliers de kilomètres dans des territoires difficiles, à travers la nature sauvage, les déserts, les montagnes, en bravant des dangers innombrables, en sauvant des millions de personnes de la tyrannie, en permettant à des milliards de personnes de s'élever de la pauvreté, en exploitant l'électricité, en divisant l'atome, en lançant l'humanité dans les cieux et en mettant l'univers de la connaissance humaine dans la paume de la main de l'homme. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir et aucun rêve que nous ne puissions réaliser. Bon nombre de personnes ont pensé qu'il était impossible pour moi d'organiser un retour politique si historique, mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis de retour, le peuple américain s'est exprimé. Je suis devant vous en tant que preuve vivante qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible à réaliser. En Amérique, l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, à Washington DC, notre pays s'est forgé, a été construit par les générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et notre liberté. C'étaient des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des travailleurs manuels, des mineurs, agents de police, pionniers qui ont constamment avancé et qui n'ont laissé aucun obstacle vaincre leur esprit ou leur orgueil. Ensemble, ils ont posé les voies ferrées, élevé les gratte-ciels, construit le réseau d'autoroutes, ils ont gagné 2 guerres mondiales, ils ont vaincu le fascisme et le communisme. Et ils ont triomphé de n'importe quel défi qu'ils aient pu affronter. Après tout ce que nous avons connu ensemble, nous sommes au bord des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Avec votre aide, nous allons recréer la promesse américaine, nous allons reconstruire la nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation glorieuse sous le regard de Dieu. Et donc, avec les rêves qu'ont tous les parents pour leurs enfants et les rêves qu'ont tous les enfants pour leur avenir, je vais me battre pour vous et je vais gagner pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Merci, merci. 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 Ces dernières années, notre nation a fortement souffert, mais nous allons lui permettre d'assurer un retour, lui rendre sa grandeur, une grandeur inédite. Nous serons une nation comme aucune autre, pleine de passion, de courage, d'exceptionnalisme. Notre pouvoir de mettre fin aux guerres et de créer un nouvel esprit d'unité dans un monde qui est en colère, violent et complètement imprévisible sera respecté, fera l'admiration du monde, y compris par des personnes de religion et de bonne volonté. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous allons gagner comme jamais auparavant. Nous ne nous laisserons pas conquérir, nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas briser et nous n'échouerons pas. Dès ce jour, les États-Unis d'Amérique seront un État libre, souverain et indépendant. Nous serons courageux, nous allons vivre avec fierté, nous allons rêver avec audace et rien
ne nous fera obstacle parce que pour nous, Américains, l'avenir nous appartient et l'âge d'or ne fait que commencer. Merci, Dieu bénisse l'Amérique. Merci à tous, merci. Vous avez entendu le premier discours de Donald Trump, 47e président des États-Unis. On se retrouve dans une poignée de secondes avec nos invités. Good evening and welcome. Here are today's top stories. We've been covering Trump all along the campaign trail. As Donald Trump take the oath of office. Big day today in our nation. And today is filled with tradition. France Inter. Le 18-20, édition spéciale. Yascha Mounk, 30 minutes pile, ce discours de Donald Trump, et on verra ce qu'il y avait à l'intérieur, on décryptera parce qu'il y a vraiment des phrases qu'on va retenir et qui étaient des phrases importantes, mais surtout, ça ressemblait pas à un discours d'investiture, ça ressemblait à un discours de fin de campagne électorale en fait. Oui, c'est vrai. Alors, il y avait des côtés assez traditionnels. Il parlait pendant des moments de l'unité nationale. Pas beaucoup, il évoquait le rêve de Martin Luther King en disant que c'est lui, Donald Trump, qui va réaliser ce rêve. Vers la fin, il parlait de la grandeur de la nation américaine. Ouais. Mais il y avait aussi certainement des éléments très, très inhabituel pour un tel discours. La première, c'était la manière dans laquelle il parlait de la corruption, de l'incompétence du gouvernement auparavant qui était là. Alors on voyait le visage de Joe Biden quand il parlait de son incompétence complète. Et le deuxième, certainement, c'était le détail dans lequel il parlait du programme que son administration allait gérer. Alors, on va venir dans le détail effectivement de ce qu'il a dit, parce qu'il a donné effectivement une sorte de vrai programme, mais vous avez raison, il a beaucoup tapé sur l'Amérique qui va pouvoir retrouver aujourd'hui sa fierté, le déclin de l'Amérique prend fin, etc. J'ai l'impression d'entendre un peu quand même le discours de 2017, en fait, dans cette espèce de photo extrêmement sombre qu'il fait de l'Amérique, alors qui changera grâce à lui, fermez les guillemets, mais la photo sombre, c'est la même en fait. Ouais, c'est un peu le mouvement qu'il fait dans tous ses discours, où il commence en disant, en fait, notre réalité aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est les cauchemars, et donc il faut moi pour rétablir le rêve américain. Et ça, c'était très clair aujourd'hui, c'était très clair en 2017, et c'était aussi très clair pendant beaucoup de ces discours de campagne. Après, ce qui m'a frappé, on donnera la parole à Franck Matvon qui vient de nous rejoindre à l'instant. Bonsoir Franck. Ce qui m'a frappé, ce qui nous a tous frappé, parce qu'en écoutant ce discours, on a tous levé la tête à ce moment-là. Il revient évidemment sur le fait que le monde entier lui en voulait, et tous les États-Unis lui en voulaient, et c'est pour ça qu'il a eu tant de mal dans cette campagne, et qu'il a failli même mourir. Et il a cette phrase, ma vie a été sauvée par Dieu. Et cette phrase-là, elle a un sacré sens et on sait exactement évidemment à qui il s'adresse lorsqu'il la prononce. Oui, certainement. Et il faut noter que la politique américaine n'est pas la politique française, que des références à Dieu sont complètement habituelles dans la politique américaine, que peut-être cette phrase choque beaucoup moins en Amérique qu'elle choque en France. Mais quand même, le fait que dire que Dieu a intervenu de manière personnelle pour sauver la vie de Trump et c'était pour que lui rende grande l'Amérique. C'est certainement une évocation d'une mission divine qui est, même en Amérique, disons, inhabituelle dans la politique. Franck Matvon, on le disait à l'instant avec Yascha Mounk, et on va aller rejoindre Sébastien Paour à Washington dans un instant. Ce qui est très étonnant, c'est que on a le programme aussi. Alors, on a le programme, on a tous les détails du programme. Je reviens juste à ce que vous disiez juste avant. Vous parliez d'une photo assez sombre de l'Amérique. Il me semble quand même que c'est assez différent de ce qu'il a fait il y a 8 ans. On avait vraiment un discours très pessimiste sur l'Amérique d'aujourd'hui. Là, certes, il y a une photo un peu sombre de l'Amérique de Biden pour tirer un bilan très négatif, évidemment, de l'administration sortante. Mais il y a aussi cette volonté d'exalter le mythe américain, de présenter une Amérique très forte, puissante, et on entre effectivement dans le détail de planter par ailleurs un drapeau sur Mars, et on entre dans le détail d'un programme presque de politique générale. François Bayrou, la semaine dernière en France, on a quelque chose d'à peu près analogue finalement, avec une série d'executive orders, c'est-à-dire de décrets présidentiels qui vont être présentés assez rapidement, et dont on a tous les détails. Bayrou, je crois, n'a pas parlé de occuper Mars. Non, pas encore. Mais c'est vrai, effectivement, vous avez raison, Franck Matvon, ces executive orders, comme on dit, donc ces décrets vont être signés d'ailleurs en 2 temps, dès maintenant au Capitole et puis ensuite à la Maison Blanche. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. Qui avait suivi évidemment ce discours depuis Washington. Sébastien, le correspondant de France Inter, on parlait de programme. C'est plus que des grandes lignes. C'est l'urgence nationale aux frontières. C'est la fin du Green Deal, donc la fin de l'accord de Paris une nouvelle fois. Un état d'urgence énergétique. Exactement, l'état d'urgence énergétique, les droits de douane, la fin des politiques de genre, la collecte des impôts. Ouais. On a tout sur la table. On a tout sur la table. Moi, je trouve que il nous promettait. Alors, effectivement, c'est sa première phrase. On entre dans le nouvel âge d'or de l'Amérique. Et c'est vrai qu'on nous promettait qu'il avait été sombre en 2017. Il allait être plus vers la lumière cette fois-ci. Moi, je trouve que c'est un Trump extrêmement offensif. On est revenu aux fondamentaux, là. On est en guerre. On va chercher le canal de Panama, on va le récupérer. On va changer le nom du mont McKinley. On va planter un drapeau sur Mars. On sort de l'accord de Paris. Enfin, ça, il l'a pas dit comme ça, mais cet état d'urgence énergétique, voilà. Et puis la frontière, évidemment, dès le début. Moi, je trouve qu'on est sur un discours extrêmement offensif, extrêmement agressif. Il se voulait unificateur, il nous avait dit, son entourage nous disait, ça va être un discours rassembleur, là encore, et beaucoup plus positif. Je ne le trouve pas, moi. Rassembleur, effectivement, on a bien entendu qu'il l'était pas beaucoup. Après, ce qui est très frappant, et là aussi, on voit à qui il parle, et surtout à sa vraie base, si j'ose dire, celle qui est dehors en ce moment avec ses casquettes rouges, etc. C'est désormais, il n'y aura que deux genres, hommes et femmes. Désormais, on croit savoir que c'est ce qui sera signé dans les executive orders. Il y aura de toute façon plus de préférences quand il y en avait pour notamment les dysphories de genre, etc., etc. Enfin, là-dessus, et pour tout ce qui est sociétal, on va dire, très grand coup à destination vraiment de sa base, exactement. Vous allez pouvoir acheter la voiture que vous voulez. Joe Biden et Kamala Harris sont restés assis sans bouger, évidemment sans applaudir. Autrement dit, le virage que l'Amérique prenait depuis 4 ans vers le véhicule électrique, avec des constructions d'usines de batteries, la facilitation de tous ces accès à ces véhicules électriques, y compris les gros pick-ups américains, Trump dit c'est terminé. Il reprend sa formule ici, puis, dans ce discours d'investiture, drill, baby drill. Ouais. On va forer autant qu'on peut, chérie. Moi, je trouve ce discours relativement hallucinant pour un discours d'investiture qui, effectivement, est un discours qui ressemble à celui qu'il a prononcé la veille et toute la campagne à l'intention de sa base, oui, en effet. Yachamouk, je vous réagir. Sa base, mais il faut préciser comment sa base a changé, ce qui est intéressant. Alors, certainement, sur les questions idéologiques, c'était un discours peut-être même assez extrême, par exemple sur le fait qu'il y ait juste de genre, sur l'utilisation du militaire à la frontière avec le Mexique, ce qui va provoquer une crise constitutionnelle de manière assez vite. Mais pour moi, c'est un peu la naissance d'un populisme multiethnique. Parce que sur ces questions-là, il s'adresse de manière très très explicite à ces voteurs des différents groupes démographiques qui l'ont voté. Il est contre les propositions de discrimination positive qui sont assez impopulaires dans tout le pays, y compris parmi les minorités, mais il dit qu'il veut donc réaliser le rêve de Martin Luther King. Alors en 2016, il jouait quand même, il était ouvert à une interprétation de lui comme le défenseur des Blancs américains qui voulait un peu défendre le pays contre le changement démographique. Là, il parle de manière assez extrême sur des questions idéologiques, mais en s'adressant de manière très 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 claire à une vision multiethnique du pays. Et donc, où en 2016, mes collègues politologues disaient que c'est un peu l'Amérique perdante qui vote pour Trump, que c'est les voteurs blancs qui ont peur de perdre ceux qu'ils avaient. Là, c'est aussi en même temps une vision assez aspirationnelle de l'Amérique qui dit aux latinos, aux autres minorités ethniques, on va tout faire pour l'économie, on va tout faire même pour engrandir le pouvoir américain dans le monde, mais vous êtes parti de ça. Vous n'êtes pas exclu de cette vision. Et ils y étaient, évidemment. Enfin, c'est des chiffres dont on se souvient très bien, Franck Matvon, au moment de l'élection. Et c'est même ça qui nous avait sauté aux yeux, d'ailleurs. C'est que toutes ces minorités-là, de plus en plus, avec des chiffres-là, pour le coup, qui sont assez impressionnants par rapport au score que pouvaient être ceux des Républicains précédemment, étaient vraiment là. Et c'est vrai que c'est intéressant que Trump les remercie
très spécifiquement. Mais oui, c'est en ça, je pense qu'il y a quand même la volonté de rassembler. Alors, bien sûr, on peut porter... rassembler dans son propre camp, un peu. Mais oui, peut-être rassembler dans son propre camp, mais c'est rassembler selon sa propre vision de l'Amérique. Alors, bien sûr, ce sont des politiques assez extrémistes que veut mettre en place Donald Trump. Mais il est beaucoup moins vague, me semble-t-il, qu'en 2017. Il est beaucoup plus structuré. Et on voit là, assez clairement, que le second mandat Trump n'aura rien à voir avec le premier. Ça a été structuré en détail dans son discours. On commence évidemment par la lutte contre l'immigration, la hausse du pouvoir d'achat pour les Américains, donc plusieurs mesures en ce sens. Il va falloir réveiller l'industrie, le système commercial et bien sûr la hausse des droits de douane, restaurer la liberté d'expression. Enfin, tout ça, c'est vraiment la base du Trumpisme. Tous les piliers du Trumpisme sont là. Je trouve qu'il y a assez peu de choses finalement sur la politique étrangère. Pas un mot, me semble-t-il, sur l'Ukraine. À peine. La volonté d'être un faiseur de paix, mais en tout cas, pas de mots sur l'Ukraine, pas de mention de l'Ukraine. Exactement. La volonté d'être un faiseur de paix, ça, il le dit. Le fait qu'il ne faut pas que l'Amérique se laisse embarquer dans des conflits, ça, il le dit. Mais est-ce qu'il prononce le mot d'Ukraine? Certainement pas. Il prononce d'ailleurs aucun pays. Il parle un peu du Proche-Orient. Sauf Panama. Oui, sauf le Panama. Et puis, il parle quand même de la libération des otages israéliens hier. Évidemment, il s'en attribue la paternité. Il parle évidemment aussi, vous l'avez dit, des droits de douane. Je voudrais qu'on salue Valérie Ayé qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, vous êtes présidente de Renew Europe et on sait, Valérie Ayé, jusqu'à quel point, évidemment, en Europe, on regarde d'extrêmement près ce que dit Donald Trump, ce qu'il va faire derrière. Comment vous l'avez reçu, vous, ce discours-là ? Bon, finalement, c'est fidèle à ce qu'on attendait de lui, mais effectivement, côté européen, on est très inquiet. Et moi-même, je suis très inquiète, mais en même temps, je suis déterminée parce que je crois que l'Europe n'est jamais aussi forte que quand elle fait face à des crises et à des dangers. Et clairement, évidemment, la relation transatlantique, elle est extrêmement importante. Les Américains sont nos alliés, mais on voit l'agressivité de Donald Trump, y compris vis-à-vis de ses alliés historiques. Donc clairement, on ne va pas se voiler la face. Donald Trump, c'est un président qui sera offensif avec les Européens, qui ne s'intéresse pas du tout à l'intérêt des Européens. D'ailleurs, il n'a pas cité l'Ukraine, vous l'avez dit, et qui a une vision brutale de la politique. Je vais vous citer une phrase que vous avez sûrement lue, qui est celle de François Bayrou. C'était ce matin: si nous ne faisons rien, nous allons être dominés, écrasés, marginalisés. Et là, encore une fois, dans son discours, il reparle des droits de douane. Il met un trait de plume, mais alors gigantesque, sur le Green Deal américain. Ça nous rappelle quand même des choses, nous, en Europe. Et on voit bien que ces forces-là, elles poussent aussi en Europe. Comment on fait dans cette équation-là, Valérie Ayé ? Oui, on voit que c'est un agenda réactionnaire. Le président de la République avait parlé de l'international des réactionnaires, mais il y a aussi, comme vous le dites, sur la question du Green Deal, en fait, une forme de retour en arrière sur les ambitions environnementales pour protéger la planète, mais aussi nous-mêmes pour ne plus être indépendants et créer les conditions de notre souveraineté. Et c'est aussi la volonté, avec Musk comme allié, de venir saper peu à peu notre modèle démocratique. Et donc, face à ça, il faut qu'on soit ferme. Il faut qu'on soit extrêmement ferme d'un point de vue commercial et aussi d'un point de vue de nos valeurs. D'un point de vue commercial, vous l'avez évoqué de manière générale et puis d'un point de vue aussi politique, on ne peut pas être le paillasson des autres puissances et on ne peut pas être le paillasson de Donald Trump. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement ferme. On a un marché de 450 millions de consommateurs, le marché le plus grand et le plus riche au monde. Donc évidemment que les entreprises américaines, elles ont besoin d'avoir accès à notre marché. Donc il faut qu'on montre les muscles, qu'on renforce notre souveraineté européenne. On a déjà commencé à le faire depuis 2019 avec le président de la République, avec le groupe centriste que je dirige au Parlement européen. Mais il faut clairement qu'on aille tous dans le même sens. Et ça veut dire aussi faire respecter nos lois. Pardonnez-moi, juste un mot sur typiquement les attaques des géants du numérique aujourd'hui à nos lois européennes. On a adopté ce qu'on a appelé le DSA pour réguler les géants du numérique. Musk et Zuckerberg, le patron de Meta, qui remettent en cause nos lois, c'est inadmissible. On a des lois, il faut qu'on les fasse respecter. Vous nous dites, Valérie Ayé, qu'il faut rester unis, qu'il faut être un en Europe, et vous avez raison, mais je regarde ce qui se passe autour, je lis surtout ce que disent les autres. Alors Viktor Orban, on le connaît, mais enfin ce discours, il dit quand même quelque chose. Dans quelques heures seulement, il parle juste avant l'investiture, dans quelques heures seulement, le soleil brillera différemment à Bruxelles. Il dit aussi, la grande attaque peut donc commencer, je lance ici la deuxième phase de l'offensive qui vise à occuper Bruxelles. Donc il appelle les forces réactionnaires, comme vous dites, à prendre le devant aussi. Et qui est-ce qu'on voit derrière Donald Trump aujourd'hui ? Par exemple,
exemple, Giorgia Meloni. Est-ce que l'avenir est vraiment si rose que ça pour l'Europe ? Alors, les menaces, elles sont grandes. Et la menace du désunion, elle est réelle. C'est une réalité. Néanmoins, on doit faire front. Et moi, je crois dans le sursaut des Européens. Et quant à ces deux premiers ministres que vous avez cités, Giorgia Meloni et Viktor Orban, tous les jours, ils se disent patriotes. Mais pardon, à moins qu'ils aient la nationalité américaine, ils ont quand même une drôle de façon de le démontrer. Donald Trump nous attaque tous les jours. Le patriotisme, c'est l'unité européenne, parce que c'est ça notre intérêt. Donc j'ose espérer qu'ils en prendront conscience très vite. En tout cas, ça veut dire que les 25 autres doivent être extrêmement alignés, extrêmement fermes dans la relation avec Donald Trump. Merci beaucoup Valérie Ayé, députée européenne, présidente de Renew Europe. Vous étiez avec nous depuis Strasbourg. Merci beaucoup. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de ça et surtout de la relation avec l'Europe. Yachamoum, quand l'Europe dit il faut être ferme, quand l'Europe nous explique même, c'est ce que dit Valérie Ayé, mais elle n'est pas la première, quand elle nous dit au fond, la bonne nouvelle, j'y mets des guillemets de Trump, c'est que wake up call pour toute l'Europe. Vous y croyez à ça ? Ou est-ce que le paillasson est, comme disait Valérie Ayé, ma foi, est bien là. Ouais, la triste nouvelle, c'est que j'ai entendu exactement les mêmes discours en 2016. Et on avait donc 8 ans pour s'organiser en Europe, pour nous rendre en état, par exemple, d'aider à l'Ukraine de se défendre contre l'agression russe. Mais on n'a pas fait. On a encore besoin de la bonne volonté de Donald Trump pour aider aux Ukrainiens de se défendre contre la Russie. Et comme vous venez d'évoquer dans vos questions, en fait, maintenant, on n'a plus d'unité européenne en tout cas. Il y a Giorgia Meloni, Viktor Orban, qui sont pas du tout partants, surtout Orban dans ce contexte, d'aider à l'Ukraine au point qu'il fallait. Mais je viens de voir hier un discours du chancelier allemand Olaf Scholz. J'étais à un événement en Allemagne. Et lui, il fait aussi campagne sur le fait qu'il ne va pas vraiment aider l'Ukraine tant que ça. Et alors, malheureusement, c'est une délusion de penser que l'Europe est dans un état où elle peut faire sans les États-Unis. Et est-ce que vous pensez que ce qu'on a vu là, ce qu'on voit depuis le mois de novembre dernier en fait, mais ce qu'on a vu là précisément, puisque ça commence maintenant, donne des ailes à certains populismes en Europe qui pour l'instant ne sont pas au pouvoir, mais je pense à nous, je pense aux Allemands, je pense à d'autres aussi. Est-ce que ces images-là donnent des ailes ? Parce que je lisais à l'instant ce que disait Viktor Orban, on parle pas seulement de la guerre commerciale, on parle aussi de la guerre culturelle, en fait, qui aussi devient compliquée en Europe. Donc est-ce que là, on a vu quelque chose qui donne des ailes à nos populismes? Je veux bien distinguer entre deux différents effets. Le premier, c'est que l'élection américaine nous donne des informations sur l'état de notre société. Parce que la société française, allemande, italienne n'est pas tellement différente de la société américaine. Il y a des grandes différences, mais aussi des similarités. Alors le fait que Trump puisse gagner, le fait que Trump puisse être populaire chez les jeunes, chez des nouveaux voteurs dans le pays, nous dit qu'une telle chose est aussi possible en France, en Italie, etc. Alors après, il y a la deuxième question. Est-ce que le fait qu'il a gagné aide de manière directe à ces populistes? Ça, c'est un peu plus compliqué. D'une manière, oui, certainement, ils regardent tous à Washington. Il y en a beaucoup qui sont personnellement à Washington aujourd'hui. Ils vont essayer de copier ce qu'il fait. Mais il y a aussi un risque, parce que s'il y a un conflit entre les États-Unis et l'Europe pendant les prochains mois et années, c'est bien possible qu'en fait que les gens regardent qui a fait ami avec Donald Trump. Trump contre nous, on ne peut pas se fier de ces politiciens-là. Il va bientôt être l'heure de se quitter, enfin pour la première heure en tout cas. Vous voulez rajouter quelque chose, Franck Mazon? Parce qu'après j'ai une autre question. Je voudrais juste donner un petit motif d'espoir aux Européens. Il me semble que l'obsession de Donald Trump, et finalement on le voit à travers ce discours aujourd'hui, ça reste l'argent, faire des deals. Et l'Europe est un partenaire commercial important pour les États-Unis. On l'a vu d'ailleurs, ce discours le montre en partie. Une obsession pour Trump, c'est la Chine. Quand il vise le canal de Panama, il parle de Pékin, il parle de l'influence chinoise. Il n'a pas visé directement ses partenaires européens. C'est peut-être là-dessus que l'Europe a quelque chose à jouer, et l'Europe a des moyens de pression sur les États-Unis, même sur les États-Unis de Trump. Après, pour revenir directement au discours de Trump et aux États-Unis, et ce sera la dernière question, Yachamoum, je me demandais comment, après un tel discours,
peuvent et doivent réagir les institutions américaines? Je pense aux grandes institutions, je pense aux médias, je pense aux universités, je pense à tout ça. On a vu déjà un certain nombre de médias, je ne sais pas si on doit dire faire allégeance, mais en tout cas se tourner vers Trump. Pour les universités, je ne suis pas très sûre. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces institutions-là? Est-ce qu'on va se retrouver dans une forme d'allégeance ou dans une forme de résistance? Pour moi, il y a eu une grande erreur en 2016, c'était de faire la résistance totale à tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer chez Trump, mais parfois il critiquait même des propos complètement normaux ou des petites blagues. Et en fait, ça a rendu beaucoup plus difficile à montrer où il est vraiment dangereux. À l'opposé, là où il y a même des raisons constitutionnelles pour s'opposer à lui. Alors, ce que j'espère, c'est que les grandes institutions, mais aussi les démocrates comme parti politique, vont s'opposer pas à tout son programme, qui a une certaine légitimité électorale, parce que, même si personnellement, peut-être, je suis pas d'accord avec tous, il a été élu, mais certainement aux côtés qui ne sont pas constitutionnels, comme aujourd'hui, le fait qu'il va utiliser le militaire à la frontière avec le Mexique, ce qui est clairement inconstitutionnel. Et on verra effectivement comment se comportent les grandes institutions, et notamment là-dessus la Cour suprême. Merci beaucoup Yascha Mounk, merci à vous. Franck Maddevon, dans une petite vingtaine de minutes, juste après le journal, ce sera le téléphone sonne. À vous de jouer avec vos questions sur ce discours qu'on vient d'entendre, sur la prochaine administration américaine, et sur nous, l'édition spéciale continue. I was saved by God to make America great again.